Le paysage de l'hôtellerie au Togo s'agrandit de nouveau avec la réouverture officielle de l'hôtel École Les Bénins, anciennement Ibis. La cérémonie s'est déroulée le mercredi en présence de plusieurs personnalités politiques, administratives et des partenaires. Entièrement rénové, l'hôtel École Les Bénins offre désormais une gamme complète d'installations et de services adaptés aux besoins des voyageurs et des entreprises. Aujourd'hui, on est arrivé à cet objectif. À un moment donné, on a commencé par douter parce que c'était tellement prenant. Mais nous nous sommes accrochés et aujourd'hui le résultat est là. Non, pour moi, c'est de la joie. Bon, je ne dis pas que tout est parfait, mais je suis contente du résultat auquel nous avons abouti. C'est quand même un hôtel de plus. Et comme dirait le DG Onomo, mon ami, il a dit, mais Nathalie, tu sais, c'est la destination Togo qui gagne. Parce que vous savez, quand un client va dans un pays, quand un étranger va dans un pays, la première des choses, il cherche là où il va crècher, là où il va dormir. Et quand la destination est bonne, est belle, le client garde un souvenir. C'est ce qu'on appelle l'expérience client dans le jargon hôtelier. Cadre enchanteur au cœur de Lomé, l'hôtel École Les Bénins s'inscrit comme un symbole de renouveau et d'ambition pour l'hôtellerie togolaise, une renaissance historique et un engagement pour l'avenir. Écoutez, cette ouverture, je pense que c'est un grand moment de mon point de vue pour trois raisons. La première, c'est parce que ça a permis de restaurer un patrimoine incomparable. Cet hôtel a été construit en 1958, je crois, et c'est un très beau bâtiment et effectivement qui était un peu dormant depuis quelques années. Et moi qui suis voisin, je suis très heureux de le voir vivre et aussi bien restauré. Ensuite, c'est toujours une très bonne nouvelle de voir un hôtel ouvrir ou réouvrir, parce que ça veut dire que ça va attirer des touristes et donc ça va attirer de l'activité économique. Et donc je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la croissance et les emplois ici. Avec ses 108 chambres modernes, confortables et élégantes, entièrement aménagées et une piscine et les nombreuses terrasses et espaces verts entre autres, le Bénin contribue également à la formation des professionnels de demain en hôtellerie. Le conseil d'administration de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives se dit être parvenu à la conclusion selon laquelle le Togo a globalement atteint un score modéré relatif à la mise en œuvre des recommandations de 2019 sur les industries extractives. Malgré ce score modéré de 74 points sur 100, les lacunes en matière de transparence subsistent au niveau des principales divulgations de données. La publication régulière des déclarations financières est essentielle pour améliorer la supervision. Selon l'initiative, la transparence des relations financières entre les sociétés d'État et l'État lui-même renforcerait la redevabilité publique. En exemple, la publication de données sur les volumes et les valeurs des ventes de phosphate permettrait d'instaurer un débat public éclairé et fondé sur des données en ce qui concerne les politiques relatives à ce minerai important, d'autant plus que la Société nationale des phosphates du Togo, SNPT, reste la première entreprise d'État du Togo. En outre, l'examen des exportations informelles d'or et de la contrebande en provenance des pays voisins pourrait mettre en lumière des fuites et des flux financiers conséquents dont le Togo pourrait bien bénéficier. L'ITIE reconnaît que des précisions sur les régimes fiscaux et la répartition des recettes sont aussi nécessaires pour aider les communautés à contrôler ce qui est dû, ce qui est payé et ce qui est reçu localement. De tous les établissements privés installés sur le territoire togolais, seulement 79 sont reconnus par le Togo pour exercer en tant qu'établissement d'enseignement supérieur. L'information a été rendue publique par le ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Malik Kankana Chaba. Depuis octobre 2024, le gouvernement avait lancé une évaluation des écoles supérieures privées exerçant sur le territoire. Cette évaluation entre dans le processus de réglementation du secteur de l'enseignement supérieur initié par le gouvernement. Parmi les 79 établissements d'enseignement supérieur reconnus par l'État,
68 sont installés dans le Grand Lomé et 11 se partagent l'intérieur du pays. Selon le gouvernement, la décision d'inspecter les établissements d'enseignement supérieur fait suite au rejet de certains diplômes délivrés au Togo. En effet, de nombreux diplômes délivrés par certains établissements privés sont souvent rejetés à l'international, privant ainsi les détenteurs de ces diplômes de nombreuses opportunités professionnelles. La publication de la liste des établissements d'enseignement supérieur reconnus par le Togo a pour objectif de garantir la validité des formations dispensées et de renforcer la réputation des universités privées dans le pays. Cette initiative entend aussi protéger les apprenants, garantir une formation mieux adaptée aux exigences du marché de l'emploi et surtout aligner le système éducatif togolais sur les standards internationaux, notamment ceux du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Le nombre de cas de décès dus au choléra augmente chaque année, affectant entre 1,3 et 4 millions de personnes selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En 2023, les cas signalés ont bondi de 13% par rapport à 2022, tandis que les décès ont enregistré une hausse de 71%. Présente dans plusieurs pays d'Afrique, notamment la RDC, le Soudan et le Togo, cette maladie infectieuse reste un problème de santé publique. Au Togo, on enregistre une résurgence de cette maladie. Le 12 décembre dernier, dans la région du Grand Lomé, les autorités ont rapporté que la maladie a fait 4 décès, dont 2 survenus à domicile. Depuis septembre, la préfecture d'Aguenivé connaît une recrudescence des cas, avec un bilan de 8 cas confirmés et 2 décès durant cette période. Ce mardi, 3 nouveaux cas et un décès ont été signalés, principalement dans les communes d'Aguenivé 1 et 4, notamment à Aoussa-Zongo. Pour lutter contre cette infection intestinale aiguë, transmise par des aliments et de l'eau contaminée, une réponse collective s'impose. Les règles d'hygiène doivent être strictement respectées. Maintenir un environnement propre, se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, consommer de l'eau potable et gérer les déchets de manière appropriée. Ces mesures sont d'autant plus cruciales en période de fête où la propagation de la maladie peut s'intensifier. Face à des symptômes tels que les diarrhées liquides et abondantes, des vomissements ou des douleurs abdominales, il est impératif de consulter un centre de santé pour une prise en charge rapide. Seul un effort conjoint permettra d'endiguer cette menace. Plusieurs enfants sont morts mercredi dans un mouvement de foule survenu lors d'une fête foraine au Nigeria. L'incident s'est produit mercredi au lycée islamique de Bassoroun, dans l'état d'Oyo, dans le sud-ouest du pays. Les autorités se sont rendues sur les lieux et ont arrêté les organisateurs de l'événement, les accusant de laxisme concernant les mesures de sécurité. La fondation Women in Need of Guidance and Support se préparait à accueillir jusqu'à 5000 jeunes. Il est impossible qu'une personne saine d'esprit organise un événement de cette nature sans impliquer l'appareil de sécurité. Je veux dire que si les gens sont sains d'esprit et conscients de ce qui se passe autour d'eux, vous ne pouvez pas entasser 10 000 personnes, des enfants de surcroît, dans un endroit et vous attendre à ce qu'ils se comportent normalement. Il faut être stupide pour penser de la sorte. Nous ne disculpons donc personne qui soit lié à l'organisation de l'événement. Mais le gouvernement attend le rapport de l'agence de sécurité. Les enfants blessés sur place ont été emmenés dans les hôpitaux locaux où l'on a demandé aux parents de vérifier si des personnes manquaient à l'appel. Une enquête a été ouverte sur les causes de la bousculade et les services d'urgence nationaux ont déclaré avoir déployé une équipe pour aider les victimes. À la pointe de la péninsule de Kaloum à Conakry, les ruines du dépôt de carburant sont toujours là. Personne ne semble les avoir touchées. Un témoignage frappant du drame qui s'est déroulé ici voilà juste un an. Le 18 décembre 2023, une explosion violente suivie d'un incendie ravageait ce quartier populaire de la capitale guinéenne.
Un an après, les habitants du quartier Corenti sont en partie revenus, mais beaucoup continuent à vivre dans les ruines. Les dégâts, voilà, je passe la nuit dans le fauteuil. Mamoudou Sifoké Touré appartient à la grande famille Touré vivant dans le quartier. Il s'est proposé comme guide dans les décombres. 3 concessions de sa famille ont été soufflées. En pénétrant dans les maisons, on s'aperçoit de l'étendue des dégâts et de l'absence de réparation. Voyez-vous, c'est ici que le Premier ministre lui-même était venu, dans cette concession. Et ils ont donné l'assurance que tout allait entrer en ordre dans un bref délai. Et ces populations ont attendu durant 1 an. Ils sont aussi revenus dormir à terre. Dans sa propre famille, Mamoudou Touré et ses frères n'ont pas attendu. Ils se sont cotisés, ont obtenu un prêt bancaire et ont pu reconstruire leur logement. Beaucoup de familles ont réalisé ainsi quelques travaux avec leurs propres moyens. Nous voulons connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé. S'il y a une volonté du gouvernement de bien faire les choses, ça commencera par l'enquête. Et nous sommes sûrs qu'elle aboutira parce que l'État lui-même parle de présumé incendie criminel, une thèse que nous soutenons aussi. Accusé par les habitants de Corenti, le gouvernement guinéen parle d'un délai incompressible et cherche à apaiser leurs craintes. Il y a le délai de l'enquête qui est là, il y a les assureurs qui sont là parce que toutes ces installations étaient sous assurance. On ne peut pas du jour au lendemain décider de casser et construire sans un accord formel avec les compagnies d'assurance. On ne force pas les gens en disant quitter coûte que coûte. Les gens qui veulent rester, c'est leur terre. D'abord, c'est des terres privées, c'est des propriétés privées. Ils resteront sur leur terre. Simplement, l'État va veiller à ce que les infrastructures dangereuses ne soient pas habitées pour éviter quand même que le drame continue sous notre regard. Pour cette journée de commémoration, les habitants ont organisé une cérémonie de prière à la mosquée du quartier. Ils ont prié pour le repos de l'âme des 20 morts de la tragédie et aussi pour une amélioration rapide de leurs conditions de vie. Un camp de déplacés au pied des monts Nouba dans le Kordofan du Sud. Ici, les femmes font état de violences sexuelles extrêmes, de nombreux viols collectifs commis par les rebelles des forces de soutien rapide, les FSR, qui auraient en outre gardé nombre d'entre elles comme esclaves sexuelles. Nous étions 18 le jour où ils nous ont emmenés. Ils sont arrivés à bord d'une dizaine de voitures et ils nous ont conduites dans un camp. Ils ont aménagé un enclos comme pour les animaux avec des fils et des bâtons. Ensuite, ils nous ont enchaînés. L'ONG Human Rights Watch recense au moins 79 victimes âgées de 7 à 50 ans. Elles appartiennent toutes à la minorité ethnique des Nouba. Elles nous ont raconté que pendant qu'ils les violaient, les combattants des FSR leur ont dit que les Nouba étaient leurs esclaves et qu'ils pouvaient leur faire tout ce qu'ils voulaient. Il semble donc que ces attaques aient une motivation ethnique. Ces viols ont surtout eu lieu à Abila et à Fayou, dans une région pourtant contrôlée par le groupe armé MPLSN, aux grandes dames des paramilitaires du FSR. Ils combattent depuis avril 2023 pour reprendre du terrain, en particulier face aux soldats loyalistes des FAS, les forces armées soudanaises. Une guerre menée au détriment de la population et des femmes. Dans d'autres régions aussi, les accusations de violences sexuelles sont fréquentes et concernent parfois aussi d'autres belligérants. Les organisations humanitaires appellent la communauté internationale à ne plus détourner le regard. Retour à la case départ pour Maurice et la Grande-Bretagne. Les deux pays vont repartir à la table des négociations pour la souveraineté des îles Chagos. Le nouveau gouvernement mauricien ayant mis en cause l'accord conclu avec Londres en octobre, en vertu duquel les Britanniques s'étaient engagés à transférer la souveraineté de ces territoires à Maurice et devraient garder le contrôle de la base militaire américano-britannique située sur la plus grande des îles, Diego Garcia, pendant au moins 99 ans. Inadmissible pour Navin Ramgoolan, le nouveau Premier ministre mauricien. Il a d'ailleurs accusé son prédécesseur de haute trahison pour avoir signé un accord qu'il qualifie de capitulation face à Londres et demande du temps pour sa réécriture. Le gouvernement britannique a réitéré mercredi sa volonté de céder à l'île Maurice les territoires qu'elle revendique depuis des décennies, alors que Washington redoute la même mise future de la Chine sur la base stratégique de Diego Garcia au terme de la souveraineté britannique. Une ligne défendue notamment par Donald Trump et sa future administration.
Emmanuel Macron est arrivé à Mayotte pour constater les dégâts causés par le cyclone Chido. Il a promis une aide renforcée et le déploiement de moyens supplémentaires alors que l'île est dévastée par cette catastrophe historique. Il y a des soignants qui sont arrivés avec nous ce matin pour vous aider. Il y en a qui continueront à arriver. L'hôpital va être installé dès demain en parallèle. Et on a l'eau. Ça nous rassure. Le président français a visité les zones les plus touchées, notamment à Mamoudzou, où des vents de plus de 220 km/h ont détruit des centaines de maisons. Dans les quartiers précaires, de nombreuses familles se retrouvent sans abri ni ressources. Les habitants témoignent de leurs conditions difficiles et de l'impact du cyclone sur leur quotidien. Nous sommes encore sous le choc, mais Dieu nous a laissés en vie. Nous sommes tristes. Nous ne pouvons pas dormir à cause de toutes les maisons détruites. Nous n'avons pas trouvé d'endroit où dormir avec nos enfants. À l'hôpital de Mamoudzou, Emmanuel Macron a rencontré des soignants mobilisés face à l'urgence. Sur place, les besoins restent criants, notamment en nourriture et en eau potable. Je suis fatiguée avec les enfants. Après ça, je perds. Je n'ai pas de cœur. Le cœur brisé et tout ça. C'est comme ça. Le président a annoncé l'arrivée de 180 tonnes de matériel par la marine française. Mais la reconstruction s'annonce longue pour ce territoire déjà fragilisé par de nombreuses inégalités. Le Conseil de sécurité a tenu ce mercredi sa séance d'information mensuelle sur la situation au Moyen-Orient, au cours de laquelle les thèmes du cessez-le-feu, de la libération des otages et de la colonisation persistante des territoires palestiniens ont été abordés. Pour Khaled Kiari, sous-secrétaire général pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, il faut mettre fin à la punition collective que subissent les Gazaouis. Un cessez-le-feu est attendu depuis trop longtemps. La punition collective continue infligée au peuple palestinien est injustifiable. Les bombardements incessants des forces israéliennes sur Gaza, le nombre élevé de victimes civiles, la destruction totale des quartiers palestiniens et l'aggravation de la situation humanitaire sont horribles. La dévastation et les privations généralisées résultant des opérations militaires israéliennes dans le nord de Gaza, en particulier autour de Jabalia, Beth Lahia et Beth Hanoun, obligent la population palestinienne à vivre dans des conditions insoutenables. Après des mois d'impasse, Israël et le Hamas semblent se rapprocher d'un cessez-le-feu visant à mettre fin à leur guerre de 14 mois qui aura coûté la vie à plus de 45 000 Palestiniens et 1700 Israéliens.